À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calaferte avec la participation de Bernard Douéret. Prise de son, Georges Long. Bernard Douéret, bonsoir et bonsoir à nos auditeurs de cette émission, La recherche de la tradition. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons essayé de donner quelques explications les plus claires possibles concernant cette science de la Kabbale hébraïque. Cette semaine, nous allons évidemment passer à un autre sujet qui fait non pas suite à cette étude de la Kabbale, puisque, nous le répétons une fois encore, il n'y a pas de chronologie vraie dans cette émission. Et nous allons, je crois, aborder, peut-être en deux parties d'ailleurs, nous allons aborder le problème de l'alchimie et des alchimistes. Oui, ça m'a paru d'autant plus intéressant qu'il semble bien qu'à l'heure actuelle, il y ait curieusement un regain d'intérêt pour l'alchimie. Oui, il se publie de nombreux ouvrages. Oui, des ouvrages qui parfois sont même fort chers. Oui, hélas, cette tendance à renouveler au fond l'expérience de l'alchimie, est-ce qu'on peut l'attribuer à quelque chose ayant des concordances avec notre vie actuelle, notre monde moderne? Oui, je pense qu'il y a quelque chose. Je crois que certains savants ont perdu ce préjugé qui consistait à écarter systématiquement, je ne sais pas moi, médecine spagyrique, magie, alchimie, et à reléguer ça dans le coin des curiosités, des antiquités, et de toute façon des choses inexplicables rationnellement et expérimentalement. Est-ce que ça veut dire que tous les scientifiques sont attirés au fond par les procédés alchimiques? Non, ça, alors là, il ne faut pas exagérer. Mais enfin, en France, aux États-Unis, en URSS, on a bien l'impression que tout au moins certains savants, des chimistes, des physiciens, d'autres encore, pensent qu'il y avait peut-être quelque chose de sérieux dans l'alchimie et qu'il conviendrait d'y regarder de plus près. Est-ce que c'est un retour aux sources? Enfin, est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? En un sens, oui, à condition de considérer que les sources, si vous voulez, ne sont jamais en arrière dans le passé, mais sont toujours permanentes, si je puis dire, au-dessus du présent. Car elles sont, quoi. Elles sont, exactement. C'est un petit peu en dehors du temps, si vous voulez. La tradition, c'est en effet ça, à la fois un dépôt qui est en dehors du temps et une véhiculation de ce dépôt ou de ces dépôts à l'intérieur des temps, pour une certaine, disons le mot, assomption de l'humanité. Et là, d'ailleurs, contrairement à ce que certains de nos auditeurs pourraient penser, je ne m'éloigne pas du tout du cadre de l'alchimie, car enfin, l'alchimie n'est pas simplement ce que l'on croit, c'est-à-dire une science qui consisterait à préparer quelque chose qu'on appelle la pierre philosophale, qu'on appelle le rubis, qu'on appelle, je ne sais pas moi, de différents termes de ce genre, avec laquelle pierre on pourrait ensuite opérer ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire en mettre un petit peu dans un métal fondu et automatiquement on a de l'or et à ce moment-là on s'enrichit, à moi la gloire et les plaisirs de ce monde. Ce n'est pas du tout ça. Que l'alchimie minérale fasse partie de l'alchimie, ça c'est un fait certain, mais déjà une mise en garde est répétée, mais alors de façon permanente dans tous les ouvrages d'alchimie, c'est que celui qui cherche pour posséder ne trouvera pas. Et donc le but de l'alchimie, ce n'est pas ça, même si ça peut en faire partie éventuellement. On parle également d'alchimie végétale, on parle également d'alchimie spirituelle. Il y a un ouvrage pas tellement ancien qui parle justement d'alchimie spirituelle. Cela tend déjà à nous faire sentir, à nous faire deviner que l'alchimie est une science infiniment vaste. Personnellement, je ne serais pas loin de penser que c'est une synthèse des sciences, si vous voulez, susceptible par conséquent d'applications extrêmement variées. Sous un langage symbolique dont nous reparlerons, peuvent, plutôt à partir de ce langage symbolique, peuvent naître des séries de réflexions et d'applications dans des domaines extrêmement divers qui ne concernent pas simplement la matière, ou au moins l'idée que nous nous faisons de la matière, car il y a toute une philosophie de la matière, mais également d'autres processus plus secrets. Si vous voulez, il est bien certain que d'un point de vue alchimique, et c'est là une différence essentielle par rapport à la science telle que nous l'entendons nous autres modernes, et c'est à mon avis une acception peut-être étroite, eh bien il y a une différence essentielle donc avec cette science, c'est que dans la science moderne, il suffit d'être intelligent, d'être cultivé et d'être, disons, tenace, opiniâtre, et d'avoir un petit peu de chance aussi,
Et on peut toujours trouver. Mais à part ça, sur un plan moral, on peut être n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, si vous voulez. Oui, je vous suis. En réalité, sur le plan de l'alchimie, comme d'ailleurs de toute science traditionnelle dont nous ayons eu l'occasion de parler, il y a toujours une transformation simultanée de l'opérateur et de ce sur quoi il opère. Alors là, évidemment... Oui, l'individu est en cause au premier chef. Absolument, absolument. Donc là, c'est déjà un point important à signaler. Et d'autre part, de l'alchimie ressort également tout un système d'explication du monde. Explication du monde, explication de l'homme, c'est-à-dire c'est une science qui est complète et qui touche même la théologie, si on entend par théologie la science divine. Pour me résumer, je dirais volontiers que l'alchimie est la science de la création. Oui. Vous voyez, la science oui, c'est de une la bonne création. formule d'ailleurs, oui, c'est la science de la création, en tant que création. Peut paraître résumer cela. Quels sont les rapports actuels, enfin, à votre connaissance, quels sont les rapports actuels de la science, enfin, disons officiels, et des recherches alchimiques opérées peut-être par des scientifiques? Eh bien, d'abord, il faudrait constater que... Est-ce qu'on le sait, tout au moins? Je ne sais pas, je vous pose la oui, question. Tout de même un peu. Il faudrait d'abord constater qu'au fond, les hommes qui se sont le plus intéressés officiellement à l'alchimie, je ne parle pas des alchimistes qui souvent sont fort discrets, Oui. mais les hommes qui donc se sont ouvertement intéressés à l'alchimie, c'est à partir du 19e siècle un homme comme Marcellin Berthelot, auteur de l'ouvrage de base sur les origines et l'histoire de l'alchimie, et il a réédité des quantités de manuscrits qui étaient bien difficiles à trouver. Et à peu près à la même époque, l'homme qui avait la plus belle bibliothèque alchimiste, eh bien, c'était un savant fort officiel, c'était Chevreul. Et aussi bien Chevreul que Berthelot étaient, si vous voulez, contre l'alchimie. Pour eux, leur position était la suivante, et c'est encore celle de beaucoup de savants de l'heure actuelle. Oui. Leur position était la suivante: la chimie est sortie de l'alchimie comme, si vous voulez, un adulte pourvu de... Enfin, c'est un découlement logique, quoi. Oui, c'est ça. D'après eux, enfin. Oui, si vous voulez, la chimie est donc une pré-chimie, une chimie balbutiante, bizarroïde, encombrée de préjugés, de superstitions, de magie, de je ne sais quoi. Non établi. Oui, et c'est plutôt en essayant de rechercher les origines de la chimie que des hommes comme Berthelot ont été amenés à penser à l'alchimie. Alors, ce courant, cette position, incontestablement, existe toujours à l'heure actuelle. Mais à côté de cela, il y a des savants, tout aussi sérieux que les premiers, qui pensent qu'il y a peut-être, si vous voulez, une autre technique. Je ne pense pas qu'ils aillent bien plus loin, et c'est dommage d'ailleurs, et qu'il y a au moins une autre technique dans l'alchimie, et susceptible d'application aussi étonnante que celle de la science moderne, avec des moyens plus modestes. Parce que si l'on y réfléchit, si l'on suppose, mais supposons le même à titre d'hypothèse, que la transmutation métallique ait été réalisée par des alchimistes, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, au point de vue de la science moderne, ça supposerait un appareillage extraordinaire, un bombardement atomique étonnant pour arriver à faire permuter un élément d'une gamme à une autre. Or, l'alchimiste, apparemment, ma foi, n'avait besoin que de son petit fourneau, qu'il appelle la tanor, d'un feu tout ordinaire, apparemment, pour chauffer ses ballons, et puis un point c'est tout. Donc, il avait Vous dites apparemment, Douéret, est-ce que c'est une réserve dans votre esprit en ce qui concerne, enfin disons, le côté légende oui, des alchimistes? C'est en effet une réserve, parce que l'alchimiste parle toujours qu'il y a plusieurs régimes dans le feu, d'une part, et il n'y a pas qu'un feu. Le simple feu matériel qui est sous le ballon, si vous voulez, qui est dans la tanor, il ne suffit pas en soi. Je ne sais plus quel alchimiste classique dit qu'il sert simplement à protéger du froid. Vous voyez, et il y a humoriste. Mais ils sont souvent humoristes d'ailleurs. C'est une façon de dire beaucoup de choses sans en avoir l'air. C'est bien connu. Nous retrouvons Rabelais, là. Oui, oui. Enfin, en tout cas, il y a, si vous voulez, un autre feu. Il y a le feu philosophique, justement, qui est quelque chose, certainement, de beaucoup plus subtil et qui resterait à découvrir. Ceci nous amène... Qui resterait à découvrir, parce que n'ayant pas été découvert ou ayant été perdu? Et je crois ni l'un ni l'autre... Je vous pose des questions très difficiles. Ayant été, non pas perdu, mais caché. Ah oui, caché. Parce que les alchimistes font souvent allusion au danger de leurs opérations. Oui. Voyez, ce qui prouve bien que l'alchimie doit, alors là, sur le plan purement minéral, si vous voulez, et physique, manipuler des énergies qui doivent être assez considérables. Voyez, il y a donc un danger qui est possible.
Et d'où la nécessité de ne livrer ces choses qu'à des gens parfaitement préparés, mais préparés sur tous les plans, pas simplement sur le plan du savoir, mais sur le plan... Oui, ça implique l'homme, quoi. Avec, oui, totalement. L'homme, au fond, avec toute sa conscience... Il faut que l'homme lui-même soit capable, dans sa propre réfraction, de supporter lui aussi ce feu en question, ce feu philosophique. Puis sa conscience humaine, finalement. Et nous en apercevons actuellement où nous avons ce danger suspendu au-dessus de la tête et qui est, au fond, qui devrait aussi impliquer l'homme et sa conscience humaine. Nous ne sommes pas sûrs, peut-être, que ceux qui la manipulent doivent la manipuler et la manipuleront, auront cette conscience. Mais ça, c'est évidemment un double... Ça, c'est toujours ce double tranchant de bien des sciences. Ça, c'est vrai. Et tout à l'heure, là, à propos de ce feu philosophique, nous faisions déjà allusion à ce langage symbolique qui est celui de l'alchimie. Oui. On parle dans l'alchimie, par exemple, des différentes phases du grand œuvre. Alors oui. Là, je répète que grand œuvre ne concerne pas simplement un processus physique et matériel, mais concerne un processus psychique qui peut être appliqué d'ailleurs aussi bien à l'individu lui-même qu'à l'étude de toute une espèce, voire même à l'étude de l'évolution de l'humanité. Oui. Donc, quand on étudie, si vous voulez, les phases du grand œuvre, on rencontre toute une terminologie étrange, un jeu de soufre et de mercure, d'abord, évidemment, qui revient en permanence. Il ne faudrait pas considérer cela au pied de la lettre, c'est le danger. On parle également de différentes phases, appelées le corbeau, appelées la colombe, appelées le pan, appelées le rubis, vous voyez, et tout cela, évidemment, fait allusion certainement à des processus physiques, mais est en même temps un langage symbolique qui n'a de valeur que pour celui qui a pu le comprendre. Et c'est parfois très long, si on en croit les confidences éparses de tels ou tels alchimistes. Également, ce qui est très important, c'est l'idée du solve et coagulare, qui revient classiquement dès que l'on parle d'alchimie, et qui au fond se résume à ceci: de 1 faire 2 et de 2 faire 1. Et c'est au fond toute la dynamique du monde, si vous voulez, que d'être incarné en une dualité, le plus et le moins, ces deux colonnes déjà dont nous avons souvent parlé, et de chercher toujours à en refaire une unité, mais à un plan supérieur, bien entendu. Et à ce sujet, je voudrais citer pour nos auditeurs, pour leur montrer ce que peut être le langage des alchimistes classiques, un petit passage d'un grand alchimiste qui s'appelait Bernard le Trévisan, et qui écrivait ceci à propos justement de ce jeu de 1 et de 2. Notre œuvre se fait d'une seule racine et de 2 substances mercurielles, crues, prises et tirées de la mine, jointes par le feu d'amitié comme la matière même le requiert, qui sont continuellement cuites jusqu'à temps que de 2 ils deviennent 1, pourtant que dans cet 1 le corps soit fait esprit et l'esprit corps. Et cette conjonction de l'esprit et du corps, si vous voulez, du haut et du bas, c'est là absolument la démarche de l'alchimie en quelques domaines qu'elle veuille s'appliquer. Bon, Bernard Douairet, le temps passe, et j'ai dit d'ailleurs au début de cette émission que nous traiterions de l'alchimie en 2 fois, et il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ces questions, qui est un petit peu compliquée, je l'avoue bien humblement, car je prends moi-même actuellement une leçon d'alchimie, si je puis dire, et je pense que nos auditeurs seront évidemment peut-être intéressés par ces problèmes-là. Et une fois encore, je tiens à signaler, parce qu'on nous a écrit à plusieurs reprises en nous demandant quels sont les livres, quels sont les titres, quels sont les auteurs. Alors je répète que nous nous tenons entièrement à la disposition des auditeurs pour les titres, enfin toute la bibliographie concernant cette étude de la tradition. Bernard Douairet, je vous remercie. À la semaine prochaine.